Un jour, dans une église de Florence, un petit garçon de 10 ans rencontre une fillette de 9 ans. Il tombe éperdument amoureux d'elle, d'un regard, à hauteur d'enfant. Il ne la revoit que 9 ans plus tard, le son de sa voix le bouleverse. Il ne lui reparlera plus jamais. Pourtant, il aimera cette femme toute sa vie, d'un amour pur et absolu. Cet homme s'appelle Dante Alighieri, elle, Béatrice Portinari. Et de leur histoire naîtra un chef-d'œuvre du XIIIe siècle, la Divine Comédie. Depuis, Béatrice est partout dans les écrits de Dante, incarnée en mathématiques par le chiffre 9, symbole de perfection. 9 siècles plus tard, on en est toujours à se poser la même question. Peut-on s'aimer sans se toucher ? Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine La maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, une femme raconte sa plus belle histoire d'amour, un amour platonique qui ne l'a jamais déçue. Chez moi, c'était pas sexuel. Je ne pensais pas à lui comme ça. J'avais juste besoin d'être contre lui, mais c'est tout. J'avais jamais imaginé une seule fois pouvoir faire l'amour avec lui, ça m'est pas venu. Enfin, c'était pas comme ça. C'était un amour plutôt... Oui, c'était assez platonique, mais je sais pas, c'était... Je pourrais jamais l'oublier. Je m'appelle Danielle Mariano, j'ai 86 ans, j'habite à Colmar depuis une 50aine d'années. Je suis pianiste et mon métier c'était prof de piano, j'ai fait que ça tout le temps, oui, toute ma vie. Alors j'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, mes 2 ex-maris sont morts tous les 2, il n'y a plus que moi qui subsiste. J'ai eu 5 enfants, je les ai toujours. J'ai 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. J'ai quitté le mari, le premier pour le deuxième, et je me suis rendu compte de mon erreur, mais beaucoup trop tard, voilà. Et c'était assez pénible. Il était un peu fou, je crois. Il me séquestrait, j'avais pas le droit de faire de cours, j'avais pas le droit de sortir, je n'osais même plus traverser une rue toute seule, ça a duré pas mal de temps. Jusqu'au jour où il m'a filé son poing dans la figure, et le lendemain matin, j'étais au téléphone pour chercher un avocat pour demander le divorce. Voilà, ça s'est terminé comme ça. J'ai toujours espéré que, puisque s'il m'aimait autant que moi je l'aimais, il pouvait pas faire du mal à ce point-là, c'était pas possible, quoi. Et ben, je m'étais trompée, voilà. Je suis restée 30 ans sans rencontrer personne. 30 ans, c'est beaucoup quand même, hein. Je travaillais beaucoup, vous savez, quand on travaille beaucoup, quand on est devant son piano toute la journée, enfin, on donne des cours, on est occupé, j'accompagnais des cours de rythmie, j'étais tout le temps au boulot. Je partais à 9h le matin et je rentrais vers 9h le soir, quoi. Je travaillais tout le temps. On n'a pas le temps de chercher un mec dans ces cas-là, on a autre chose à faire. Et puis on n'y pense même pas, on a vraiment pas le temps. Et quand vous rentrez, il y a 3 gosses à la maison qui attendent qu'on fasse le repas, etc. On n'a vraiment pas le temps de s'occuper de soi-même, hein. Et on n'y pense pas non plus. Mais non. La solitude ne m'a jamais vraiment pesé, moi, vous savez. Et avec lui, on n'est jamais seul, de toute façon, avec le piano. C'est celui que j'appelle le morceau casse-gueule, hein. C'est un peu long, hein. En 2013, mon beau-frère, qui est le seul vendeur de piano de Colmar,
m'a dit qu'un monsieur cherchait à faire de la musique de chambre, qu'il cherchait une pianiste. Et j'ai appelé ce monsieur, il m'a dit « Est-ce que je peux venir demain ?» J'ai dit « Mais bien sûr », j'ai donné l'adresse. Et le lendemain, pile poil à 3h, il était là. Il est venu, il s'est assis là, sur ce divan, à côté de moi. Et puis, on a décidé de se mettre à faire de la musique ensemble. Il a voulu quand même que je lui joue un petit truc pour voir si j'en étais capable. Et puis, il m'a dit, comme ça, bon, la sonate du printemps, vous... J'ai dit, ben, donnez. J'avais de la chance sur ce coup-là, parce que je l'avais joué en concert, je la connaissais presque par cœur. Alors, ça me dérangeait pas du tout. Il était un peu surpris, parce qu'il s'attendait à ce que je déchiffre plus ou moins bien, mais... Bon, ben voilà, et puis ça l'a conquis, quoi, forcément. C'était un peu une triche, hein. Mais ça s'est très bien passé, parce que ça s'est très bien passé, oui. Il arrivait, il déballait son violon, ici ou là, il sortait l'archet, il l'accordait, enfin, il accordait le violon. Et puis moi, je me mettais au piano, et puis on avait prévu de travailler quelque chose, et on prenait nos partitions, puis on travaillait ensemble. Et c'était très sympa. Ça a duré 8 ans. On faisait de la musique toutes les semaines, tous les vendredis. Il arrivait à 3h, et puis il restait là jusqu'à 6h. On buvait un petit café entre deux. Et il m'a fallu 15 jours pour tomber amoureuse, quoi, quand même. Hein. C'est-à-dire 2 rencontres. Je tombe amoureuse, oui, bêtement. Je suis un petit peu fleur bleue, moi. J'avais 76 ans. Lui, il a 3 ans. 73. Il s'appelait Hildebrandt Frey. C'était un Allemand. Et il était grand. Je le mets à l'imparfait, le pauvre. Il est mort il n'y a même pas un mois. D'ailleurs, je vais sans doute un petit moment fondre en larmes, parce que c'est très frais. Et il jouait magnifiquement du violon, c'était un vrai bonheur de l'écouter. Et mais quoi que vous dire, il était grand, je le trouvais beau, mais bon, ça c'est très relatif. Hein. La beauté des gens, on se la fabrique soi-même. Hein. Ouais. Très élégant, toujours en costume. Il arrivait toujours avec un chapeau sur la tête, me faisait rire. Mais il était toujours très très chic, très gentleman, quoi. Il était pas très drôle. Il racontait pas de trucs marrants. C'était pas le gars qui vous racontait des blagues. C'était pas le style du tout. Hein. Il avait vécu 47 ans en Écosse. Il parlait l'anglais couramment, évidemment. C'était un monsieur. Le violon, c'était un hobby pour lui. C'était pas son métier. Lui, il était en fait maître de conférence à l'université de Glasgow en architecture. Bon. C'était son métier, ça. Et puis là, maintenant, il était en retraite. Donc, mais il avait écrit plein de livres, que j'ai pas lus d'ailleurs, parce que l'architecture, je m'en tape. Soyons honnêtes. À cette époque-là, il parlait très bien le français. Moi, je ne parle que le français. J'ai jamais pu, je suis pas douée pour les langues. J'attendais que le vendredi, c'était le bonheur le vendredi. Et à partir du vendredi soir, c'était affreux, il fallait attendre 1 semaine de plus pour le voir. Mais enfin bon... On s'y fait, hein. Et puis un jour, je lui ai écrit une lettre en lui disant que j'étais tombée amoureuse de lui. C'est difficile, hein, de vive voix. C'est beaucoup plus difficile. Puis je m'exprime mieux sur le papier. Ouais. Ça a mis au moins 3 ou 4 semaines avant qu'il en parle. Et je me disais, est-ce qu'il l'a reçu? Mais enfin, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas ne pas l'avoir reçu, quoi. Il l'a reçu. Pourquoi il dit rien? Pourquoi il dit rien? Après, j'ai compris pourquoi il disait rien. Il devait cogiter, quoi. Et puis, il m'a parlé. C'était en été, on s'est assis sur mon petit balcon, là, du côté de la cuisine, là-bas, pour boire un café. Et il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise que moi, je suis homosexuel. Alors, je comprends bien, mais je peux vraiment rien faire pour vous, quoi. Il m'a dit, j'ai failli me marier. J'étais fiancée avec quelqu'un, et j'ai appris que j'étais stérile. Et là, j'ai rompu, parce que je ne voulais pas lui imposer un mari qui pourrait pas lui faire d'enfants. Je savais qu'elle avait envie d'avoir des enfants comme beaucoup de femmes, et j'ai rompu. Et puis voilà, et puis ça s'est terminé comme ça. Et après, il me dit, j'ai rencontré un homme, et j'aime cet homme, enfin je l'ai aimé énormément, maintenant il est mort, mais je resterai fidèle à son souvenir, quoi, c'est tout. Bon, c'était très bien remarqué de sa part, mais ça avait l'avantage d'être clair, au moins.
On a fait de la musique, pas de problème. De temps en temps, il m'invite au restaurant, il m'apportait des fleurs très souvent, il me faisait plein de petits cadeaux. Il m'a offert son piano parce qu'il prenait trop de place chez lui. C'est quand même un Steinway, c'est pas rien. Il m'a offert plein de trucs. Cette petite table octogonale, c'est lui qui me l'a donnée. Enfin, il y a plein de choses ici qui sont lui. Et ça a été très très douloureux, mais... Et vous savez, je l'aime toujours. Hein. J'ai jamais cessé. En fait, ce qui est très intéressant quand on regarde comme ça toute l'histoire d'une femme dans sa vie amoureuse, avec des moments confortables, des moments simples, des moments douloureux. Catherine Blanc. Et puis après une relation décrite très idéalisée. Psychanalyste. Malgré tout frustrante à certains égards. Eh bien, on peut se dire que chaque étape aide à reconstruire ou à reconsidérer ou à se donner un nouvel élan ou à se faire de nouvelles propositions. Or, elle a eu notamment une histoire qui a été une histoire violente. Elle aurait pu être une femme qui n'est qu'avec des hommes qui sont violents. Or, elle est allée intuitivement vers un homme dont la seule violence était une certaine frustration et d'une certaine manière, une certaine protection, puisqu'il ne pouvait pas toucher son corps de femme. C'est intéressant d'être allé vers un homme qui, étant homosexuel, ne pouvait pas toucher son corps de femme, alors que le précédent était un homme qui l'avait touché jusque dans l'intrusion et la violence. Et entre les deux, 30 ans de solitude, comme si elle avait dû se protéger de toute possibilité que l'on l'aborde. Et quand cet homme va lui avouer son homosexualité, alors je pense que il aurait avoué un grand amour ailleurs, ça aurait été blessant, puisque ça veut dire que quelqu'un avait le pouvoir de lui plaire plus qu'elle et de mériter sa fidélité plus qu'elle. Mais quand en plus il dit que c'est un homme, ça a dû fragiliser considérablement ce qui doit être dans son histoire personnelle, l'idée que sa féminité est l'objet du manque. C'est que elle n'est pas en tant que femme suffisamment désirable. Donc elle est échec et mat. Vous savez, ça arrive dans la musique. Quelquefois, on est en état de grâce. Tout va bien, tout se passe bien, tout coule, c'est magnifique. Et alors, ce qui est encore plus rare, c'est que ça vous arrive à 2 personnes en même temps. Ça, c'est rarissime. La sonate de Franck, c'est une sonate qui est très difficile, qui est très belle et qui est en 4 mouvements. Ça prend du temps. Et bon, ça faisait un petit moment qu'on la travaillait. Je dois dire que quand on a fini le 4e mouvement, on était un peu épuisé, mais on était heureux. Et là, je me suis levée, il a posé son violon, il est venu vers moi, on s'est étreint, mais c'était amical, c'est tout. C'était pas... Mais on était fiers de nous, contents de nous, heureux d'avoir partagé ça. C'était très très beau. C'était dommage qu'on n'ait pas enregistré ce jour-là. Ça aurait été parfait. Peut-être que lui avait une très grande amitié pour moi, et moi, moi, je sais pas, moi, je parle comme une femme un peu simple. Pour moi, c'est de l'amour, mais peut-être que c'était aussi de l'amitié. J'en sais rien, vous savez. C'est très difficile de s'analyser comme ça. Et puis, voilà, c'est un amalgame, en fait, c'est un doux mélange. Et j'ai toujours espéré, j'étais toujours dans l'espoir, toujours, qu'ils réagissent, quoi, mais non. Mais non. Parce qu'à part ces 2 étreintes-là, il n'y en a pas eu d'autres, hein. Non, c'est absolument rien. Pas un baiser, rien du tout. Si, je l'ai embrassé sur la bouche quand il était mort. Une fois. C'est tout. Ça m'a même pas fait de bien. Oui. Et en plus, je pleure maintenant. C'était le plus bel amour de ma vie, même s'il n'était pas partagé. Voilà, c'est tout. Peut-être parce que c'était pas du tout intéressé, de sa part en tout cas. Parce que lui, il attendait rien de moi, en fait. Moi, j'attendais tout de lui, c'était très... Enfin, comment on dit? C'était pas très équilibré, hein. Mais bon, à ça, on peut rien changer, ma chère. Je prenais sa musique, c'était déjà pas mal. Et puis, ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien.
C'est tout, quoi. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et il faut se contenter de ce qu'on a. Ce qui est étonnant, c'est que nous pensons que l'amour est conditionné à la sexualité. Or, l'amour s'initie bien avant notre découverte de la sexualité, bien avant notre pulsion sexuelle et bien avant la possibilité d'une application sexuelle. Nous aimons les autres et nous aimons être aimés. Nous aimons nos parents avec une force incroyable. Vous voyez la déflagration que représente la mort d'un être cher, que sont nos familles, hein, nos parents au sens large du terme. Nous aimons sincèrement nos amis. Il y a des potes et puis il y a des gens que l'on aime profondément. On a besoin d'eux, on s'émerveille de qui ils sont, on se réjouit de leur existence et au nom de quoi seul ce qui va être l'objet de mon excitation devrait être l'être aimé. C'est absolument aberrant ce rapt que l'on fait de l'amour au nom de la sexualité et cette obligation de faire de l'amour une application sexuelle. On peut aimer profondément quelqu'un, jusque le reconnaître dans sa chair, c'est charnel, c'est éminemment charnel, même une amitié peut être éminemment charnelle sans pour autant qu'il y ait une application sexuelle. Elle n'est pas très claire sur le « je n'ai jamais pensé au sexe », elle y a renoncé parce qu'il ne pouvait pas et que donc cette fidélité à ce grand amour le rendait pas disponible. Et elle n'a eu de cesse que de chercher à être aimée envers et contre tout d'autres manières. Et elle va refouler son élan sexuel. Alors ça pose d'ailleurs une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes toujours mus par un désir sexuel pour un désir sexuel en nous-mêmes, ou est-ce que c'est le chemin que nous empruntons pour créer un lien unique avec une personne aimée, pour la différencier justement de ma famille, de mes amis, etc. Là, on pense, parce que c'est une femme de 85 ans, que c'est dénué de sexualité, parce que pour ceux qui sont actifs sexuellement, ils peuvent penser que ce n'est pas le terrain des vieux que seraient leurs parents, leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Mais la réalité, c'est que c'est éminemment sexuel sans nécessairement une vie dans le corps sexuel. Et ça la distingue d'une autre parce qu'elle est peut-être plus de l'ordre de l'âme sœur, de jouissance à être avec l'autre, de se lire entre les lignes, de se compléter. Et donc c'est vrai, même s'il n'y a pas de sexualité, alors que peut-être une amitié qui reste de l'amour, bien sûr, une autre forme d'amour, peut être moins complète. Et ça pose aussi la question de sa solitude sociale, par exemple. Et s'il est soit unique, évidemment, il prend tout l'espace. On peut pas mettre dans les cases, on veut absolument mettre dans les cases et hiérarchiser l'amour, le plus fort étant celui qui est sexuellement actif et jouissif. Alors que sexuellement actif ne veut pas dire jouissif, et qu'on peut être très en jouissance de l'autre sans être sexuellement actif. Il peut y avoir de l'amour sans sexe et du sexe sans amour. C'est pour ça que je la trouve mignonne et pas très claire sur son idée que ce n'était pas sexuel de sa part. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de faire toutes les gymnastiques, mais il y avait profondément l'envie d'être rempli de l'autre. Et donc, à un moment donné, elle a switché sur comment être rempli par ailleurs. Et ça a été la musique, ça a été cette espèce de concert. Je trouve ça très beau. La sexualité, c'est une conversation. L'un et l'autre s'apportent des choses. Et je pourrais dire que la jouissance, c'est une explosion de cette conversation. C'est un éclat de rire, un fou rire. Et bien là, ça a été musical. Chacun est arrivé avec son instrument. À défaut du corps, c'était les cordes de l'un et de l'autre, d'un piano et d'un violon, qui se sont mis ensemble, qui ont fait de concerts, qui ont dépassé les difficultés qui étaient celles de l'un et de l'autre. Et c'est par le biais finalement des instruments de musique que s'est fait ce plaisir, cette jouissance réelle que seuls les mélomanes peut-être peuvent comprendre, mais qui est quelque chose d'extrêmement fort et qu'ils ont été capables de créer ensemble de façon formidable.
2 ans qu'on s'est arrêté de jouer. Il pouvait plus. C'était un monsieur qui avait un peu d'arthrose. Ses doigts gonflaient, il lui faisait mal, donc il n'arrivait plus à jouer du violon. Il a essayé, mais chaque fois il le posait en disant c'est pas la peine, j'y arrive plus. Et ça faisait 2 ans qu'il s'était arrêté en fait. Mais il venait quand même me voir au moins une fois par semaine, quelquefois tous les jours, pour le café. Il venait boire un petit café, oui. Il aimait bien. Puis il aimait bien que je lui joue un truc aussi, voilà. Il s'est complètement délité, enfin, il venait me voir, il me disait, ça marche plus là-dedans. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Effectivement, il n'arrivait plus à parler l'anglais, il n'arrivait plus à parler l'italien, qu'il parlait couramment, il n'arrivait plus à parler en français. Alors il était assis en face de moi, il me parlait en allemand, je comprenais pas un mot. Moi, j'y parlais en français, il comprenait pas un mot, c'était devenu insupportable. Il a perdu la tête, et il est mort de ça. Enfin, il s'est laissé mourir. En 1 an, c'était bâclé, démence sénile. Alors que c'était un monsieur qui était d'une intelligence faramineuse, quoi. Puis après, il s'est dégradé, alors après, c'était trop tard, quoi. Vous savez, il se perdait dans la rue, il savait plus comment il s'appelait, il savait plus où il habitait, les flics le ramenaient chez lui parce qu'il fouillait dans son sac Enfin, c'était dramatique, quoi. Alors que c'était une tête, cet homme, c'était vraiment une tête. Puis alors, en plus, il était le dernier, quoi. Il n'y avait plus que lui. Son père, sa mère étaient morts depuis longtemps, son frère, il avait un frère prêtre, qui était parti aussi. Après, il avait une sœur qu'il aimait beaucoup à Zurich, il allait tout le temps la voir. Mais elle est décédée aussi d'un cancer, et il n'avait évidemment pas d'enfant, et puis en fait, il ne pouvait pas en avoir, et puis il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que lui, quoi. Et moi, bah oui, il fallait bien que je l'accompagne, c'était l'homme que j'aimais, et il était en train de partir en vrille, là, et comment vous voulez ne pas s'en occuper? J'allais le voir à l'hôpital, au début j'y allais tous les 2 jours, mais moi je prends de l'âge aussi, il faut prendre la voiture, parce que c'est pas à côté. Et puis après, je me suis dit, allez, direct tous les 3 jours. Une fois, j'y suis allé qu'une fois dans la semaine. Je me serais foutu des claques. Je me suis dit, mais t'as pas honte? Et puis évidemment, j'ai arrangé ça très vite. Ça a été horrible. Je comprenais plus grand-chose. Hein. Vous savez, c'est plusieurs fois où j'y suis allé, où on se parlait avec les yeux. Quand j'arrivais, il prenait mes mains dans les siennes, il les serrait très fort. Et puis on se regardait. Et puis... il ne parlait que l'allemand, je comprenais pas un mot. Il comprenait plus le français, je voulais qu'on se dise. Il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien, mais c'est d'autant plus difficile. Il ne me semble pas que ce soit un amour à sens unique. Elle le décrit comme ça, et je trouve que ça nous informe plus sur sa quête et une part de sa souffrance historique, pas qu'avec lui, sur un manque, sur une quête, comme une faim qui n'est jamais assouvie, comme être toujours affamé, et sans doute dans ce qui a dû se construire dans son histoire personnelle d'enfant, avec ce manque et cette quête de l'autre, ce besoin de plaire à l'autre, d'être dans le cadre acceptable pour l'autre, avec une idée de supériorité de l'autre, puisque c'est l'autre qui gratifiera ou ne gratifiera pas. Donc en réalité, elle n'était pas sans désir sexuel, lui n'était pas non plus sans désir sexuel, mais il ne pouvait pas l'exprimer autrement, et elle a été compétente à le rencontrer sur le terrain de jeu commun. Et malgré tout, envers et contre tout, elle aime et elle a besoin d'être aimée, parce que, évidemment, envers et contre tout, elle est animée de projets pour elle-même et d'ambition, et ça, c'est une très belle chose. Si parce qu'on n'est pas aimé, on n'aimait pas, ça voudrait dire qu'on ne peut que narcissiquement aimer ce qu'on a projeté. Elle a trouvé des contournements et elle est restée revendiquant son amour. Et d'ailleurs, cet homme a pu prendre sa place auprès d'elle et l'a prise jusqu'au bout. Ce qui s'émeut et ce qui vit dans le corps jusqu'au bout du bout, c'est de l'ordre de l'amour, du sentiment et de la génitalité. Et ça, c'est absolument merveilleux, que ça ait une application corporelle ou pas. Et la pulsion génitale, la pulsion sexuelle et la pulsion amoureuse, elle est jusqu'au bout du bout.
On devient souvent méchant et acariâtre quand on voit que la vie fuit. Mais sinon, on participe de la vie dans l'élan d'amour. Celui-là, je le joue souvent pour lui parce qu'il l'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors j'étais avec lui dans la maison de retraite, j'étais allée le voir parce qu'il était enfermé, c'était une maison fermée. Et l'infirmière pour sortir, il fallait demander à une infirmière d'ouvrir, c'était fermé à clé. Alors elle a ouvert et Hildebrandt me suivait. Et l'infirmière lui a dit mais qui c'est cette dame? Parce qu'elle pensait que peut-être j'étais une sœur ou je sais pas. Et il lui a répondu Meine Liebe. Meine Liebe, oui. Et je ne parle pas d'allemand, mais ça j'ai compris, quand même. Mon amour, ça veut dire. Ouais. Et ouais, c'était le seul en fait. Et j'y pensais même plus, quoi. Ça m'était passé par-dessus la tête. J'étais un peu sidérée, quoi. Un peu sidérée, oui. Je m'y attendais pas du tout. Puis je me suis dit, j'ai peut-être pas bien compris, Et puis ce jour-là, je suis partie. Elle a refermé derrière moi, bien sûr. Et lui, il y avait une petite fenêtre dans le haut de la porte pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passait de l'autre côté. Et il était rivé et il me regardait partir. Il voulait il secouait la porte, il voulait absolument me suivre. Ça, je m'en souviens, oui. Mais il n'avait pas le droit de sortir. Voilà. J'aurais donné ma vie pour lui, pour ce type-là, oui. Je suis restée avec lui presque jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Cet épisode de La Maladie d'amour a été tourné et monté par Maude de Carpentier. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.